Alors, c'est notre exercice. Je prends une fonction f de R dans grand R depuis périodique impair, telle que f de t égale à t si 0 inférieur à t inférieur à t demi, pi moins t si t demi inférieur à t inférieur à t. Vous voyez déjà que la fonction f elle est définie sur l'intervalle 0 à pi. Parce qu'on l'a défini sur 0 pi sur 2 et ensuite sur pi sur 2 à pi. La fonction est définie sur 0 à pi. Ce qu'on vous a donné ici, c'est sur 0 à pi. Mais elle est depuis périodique. Donc ne croyez pas qu'elle est définie simplement sur 0 à pi. Okay. Ça veut dire que vous pouvez la compléter. Donc vous verrez comment on va compléter le logique. Mais il y a deux informations importantes ici qu'il ne faut pas oublier. C'est le fait que c'est depuis périodique et le fait que c'est impair. Ce n'est pas en l'air. On l'utilise pour faire les calculs. Donc depuis périodique et impair, on retient bien ça en tête. Oui. Ça aide même à faire le graphique. Donc faire une figure de f sur l'intervalle moins pi a. Donc, en ce qui concerne la figure, voilà, la fonction f. Ok, on va ensemble tracer le graphe. Donc, c'est une fonction relativement simple, donc ce ne sera pas compliqué de tracer le graphe de ceci. Donc, je mets le repère au point. Peut-être je vais quadriller mon graphique. Hein. Donc, pour le graphe, on trace les deux axes. On trace les deux axes. Premier et deuxième. Donc, la fonction votée, si 0 inférieur à t inférieur à la pi sur 2. Donc, 0 à pi sur 2, donc je mets 0 ici. Pi sur 2, donc pi, si je prends pi comme 6 ici. Donc, sur mon graphique, je vais prendre pi comme 6 carreaux. 6 carreaux. Donc, pi sur 2, ça va me faire 3 ici. Donc, je vais mettre pi sur 2 ici. Et ici, je mets pi. Et ça donne pi, personne. Et donc, sur l'intervalle 0 à pi sur 2, on me dit que la chose vaut t. Donc, t. T, c'est une droite en fait. C'est une question de droite. Donc, en 0, ça fait 0. Et en pi sur 2, ça fait pi demi. Okay? Donc, ça vaut pi demi ici. Donc, je fais ça. Donc là, je prolonge et j'ai mon premier. Voilà. Mon premier dessin. Voilà. Là, c'est sur l'intervalle 0 à pi sur 2. Maintenant, pi moins t sur pi demi à pi. Ah, ok. Si vous remplacez t par pi sur 2 déjà, vous avez pi moins. Pi moins quoi? Remplacez pi moins pi sur 2. Je vais faire pi sur 2. Okay. Juste pour t égale à pi demi, fait pi demi. Donc ça passe en fait par ce point. Quoi. Et ça, c'est le point qui correspond à l'ordonnée pi demi. Hein. Alors ici, c'est pi demi pour moi. Et donc, ça passe à ce point. Et pour t égale à pi, vous voyez que ça fait 0. Donc, on a pi moins pi en fait. Qui fait 0. Donc, on va toucher l'axe comme ça. Ce qui fait ça. Et donc, vous avez exactement ce genre de dessin. Voilà. Donc, c'est ça pour ce qui se passe sur 0 à pi. Mais on a demandé de faire le dessin sur moins pi à pi. Ok. Donc, déjà, c'est là je dis qu'il faut avoir les données en tête par rapport au fait qu'on dise que la fonction, elle est impaire. Et je vous l'ai dit, une fonction impaire, en fait, a un centre de symétrie. Une fonction impaire. Le point O est un centre de symétrie. Vous allez compléter en tenant compte du fait que le point O est un centre de symétrie. Je sais que vous savez comment les centres de symétrie se comportent. Si on parle de centre de symétrie, si je prends par exemple un centre de symétrie d'une telle figure, donc l'image voilà, de cette figure par ce centre de symétrie là, comment on fait? On prend le symétrie de chaque point, c'est pas. On va prendre le symétrie de ce point, on trace le symétrie de ce point. Je fais là n'importe quoi. Le symétrie de ce point, on va faire comme ça, on va le trouver quelque part ici. Donc, bref, on prend le symétrie de tous les points. C'est la même chose que je vais faire ici. Je vais prendre le symétrie de tous les points. Bon, ici, c'est pas si compliqué que ça. Donc, comme O est un centre de symétrie complexe, le symétrie de ce point, okay, il sera le point qui est en fait sur la même droite comme ça. Okay. Sauf que, il sera ici. Et peut-être O soit le milieu. Donc, je viens de trouver le symétrie de l'autre point là. Voilà. Donc 3 carreaux, 3 carreaux. Donc il sera ici. En gros, c'est le symétrique du point. Le symétrique du point pi demi fait le point moins pi demi, il est celui qui est opposé. Quoi. Donc voilà. Vous allez chercher le symétrique de ce point-là aussi. Le symétrique du point, ce point-là. Le pi, ça sera moins pi de l'autre côté. Et donc il sera de l'autre côté. Donc quelque part ici. Oui.
Donc, lui, c'est moins pi. Lui, c'est moins pi. Et ceci, c'est moins pi sur 2. Donc, vous voyez, les symétries, ça donne cette courbe-là, en fait. Voilà, donc je complète comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez sur moins pi à pi. Okay? Donc, on peut vous demander de faire la chose, en fait, sur un intervalle beaucoup plus large que moins pi à pi. Ne croyez pas que la fonction est définie seulement sur moins pi à pi. Parce qu'on a dit que cette fonction, elle est périodique. Ok? Donc, même, je pourrais prolonger mon dessin si cela me plaisait. Je pourrais le prolonger. Okay? Donc, quoi faisons? Elle est juste copier, coller ce qui se passe simplement sur moins pi à pi. Parce que vous notez bien que moins pi à pi, c'est un intervalle d'amplitude de pi. Et l'amplitude de l'intervalle moins pi à pi, elle vaut bien 2 pi. Et je dis que quand vous prenez de moins pi à pi, l'amplitude est bien égale à 2 pi. Vous voyez. Donc de ce fait, comme l'amplitude vaut 2 pi, si je veux obtenir ça sur ça veut dire que vous pouvez juste simplement copier quoi. En gros, vous pouvez juste simplement copier. Vous pouvez juste copier quand je vais effacer ça, ça, tout ça. Monsieur, je comprends que dans le premier intervalle, c'est ouvert à pi sur 2. C'est ouvert, hein? Oui. Oui, il n'y a pas de C'est souci. ouvert en pi sur 2, je ne comprends pas. Oui, mais si tu veux calculer, si on te demande que vos f de pi sur 2, c'est combien? Pardon? Oui, si on veut calculer f en pi sur 2, on va utiliser quelle F en expression pi sur 2. sur 2? On utilisera la deuxième fonction, pi moins t. Oui. Bon, maintenant, quand on trace la figure, je ne comprends pas. Oui, en fait, la première, si tu veux tracer par exemple la première, juste t entre 0 pi sur 2. Oui. Donc, en fait, en pi sur 2, lorsque t tend vers pi demi, ça tend vers pi demi. Donc, la limite de t, lorsque t tend vers pi demi, c'est pi demi, n'est-ce pas? C'est pi demi. Donc, en fait, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que de 0 à pi demi, la coupe c'est ça, 0 à pi demi, c'est ça. Donc, si tu veux, tu peux mettre un petit rond ici pour dire que c'est ouvert. Mais après, mais après, Ok, d'accord. mais après, pi demi vient combler le trou. Mais après, pi demi vient combler le trou. Donc, le petit rond n'a pas. Puisque ici, f de pi demi, tu vas le calculer avec l'autre courbe, n'est-ce pas? L'autre courbe ici, l'autre expression. F de pi demi, tu vois que c'est pi demi. Donc, finalement, c'est bien défini en pi demi. Est-ce que tu vois? Donc, il n'y a pas de sous. Ok, oui, monsieur, c'est bon. Non, l'énoncé a choisi l'expression de telle sorte qu'il n'y ait pas de sous, en fait. Il a choisi de telle façon qu'il n'y ait pas de sous. Maintenant, c'est vrai, si la valeur. Ok, donc si la valeur, en fait, la deuxième expression, sa valeur décalée, ça, vous pouvez avoir un décalage, de telle sorte que voilà, ça peut décaler. La première peut être comme ça et la seconde un peu décalée vers le haut. Mais ici, ce n'est pas décalé. Donc, voilà. Ok. C'est ça. Donc, ici, donc je dis que ça, c'est la représentation sur moins pi à pi, en fait. Maintenant, on pourrait vous demander ça sur, je sais pas, au moins 3 pi à 3 pi sur, en fait, vous pouvez le faire, vous devez pouvoir être capable de le faire. Hein. Et donc, euh, par rapport à ça, bon, okay. Donc, par rapport à ça, si vous voulez le faire, dans ce cas, vous copiez, coller juste la coupe. Voilà. Si vous l'avez déjà sur Internet, attention avant de copier, coller la coupe, il faut être sûr. Ce que je copie et que je colle, c'est ce qui se passe sur l'intervalle moins pi à pi. En gros, c'est un intervalle d'amplitude de pi, comme je l'ai expliqué. Voilà, vous n'allez pas copier ce qui se passe sur 0 à pi et le copier, coller, vous allez fausser. Si vous faites ça, c'est faux. C'est ce qui est sur moins pi à pi. Okay? Sur un intervalle d'amplitude de pi que j'utilise, donc je peux copier, coller, ainsi de suite, en fait. Je peux faire ça aussi ici, en fait. Je peux aussi le faire ici. Okay? Donc voilà, je peux, mais ce qu'on vous demande simplement, c'est sur l'intervalle donc moins pi à pi, juste comme vous a demandé de le faire. Donc, vous faites juste la représentation là-bas. Okay? En gros, dans cette zone-là, c'est ça seulement qu'on vous demande ici. La représentation dans cette zone, seulement qu'on vous demande de faire. Ok, donc c'est ça. Maintenant,
Donc ça c'est pour la première question. Vérifier que f est continu sur moins pi et calculer la coefficient de Fourier. Okay. Donc voilà. Parce que f pourrait ne pas être continu. Voilà. Donc ici, dans notre cas, dans notre exercice, la fonction est continue. Il n'y a pas eu de saut. Voilà. Par rapport à la question que tu posais, justement, dans certains cas, la fonction pouvait être discontinue. Parce que la deuxième expression peut ne pas être en accord avec la première au niveau de pi demi. Ici, il donne tous la même chose. Donc c'est ça qui vérifie en fait. C'est ça qui peut vérifier la continue. Donc si on vous demande de vérifier que f est continu, c'est simple. Vous allez simplement écrire que on voit, je vais carrément enlever ma graduation pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai fait. Donc, deuxième question, c'est la continuité. En deux, en continuité de f. Continuité de f. Bon, ils n'ont pas précisé l'intervalle, donc si on ne précise pas, bon, c'est sur R. Okay. Tu vas continuer. Bon, elle a dit sur mon pi à pi. Ah, ok. Si c'est sur mon pi à pi, et voilà, bon là. Et tout d'abord, vous le faites écrire sur 0 à pi. Parce que l'écriture d'abord, c'est sur 0 à pi. Okay. Donc d'abord, vous vérifiez l'écriture sur 0 à pi. Et vous vérifiez sa continuité. Donc, ce sont les droites, donc bon, évidemment que c'est continu. Polynôme, fonction polynôme. On vous dit que f est continu sur 0 à pi demi, parce que c'est une fonction polynôme, et c'est une fonction polynôme. Pi demi à pi, c'est continu aussi. Donc, f est continu, on va le dire, f est continu donc, sur 0 à pi sur 2 et sur pi sur 2, ok, à pi. Bon, comme je sais qu'il y a un problème en pi demi, c'est pour ça que j'ai ouvert en pi demi ici pour le moment. Donc, f est continu sur 0 à pi demi, mais aussi sur pi demi à pi. Okay. Je peux aussi ouvrir un pi demi ici, juste pour dire que pi demi en fait a un problème pour le moment. Il faut aller examiner pi demi de plus près, quoi. Comme étant une fonction polynôme, hein, parce que t pi moins t sont des polynômes, comme étant une fonction polynôme sur chacune de ces intervalles, comme étant une fonction polynôme, et comme étant une fonction polynôme sur chacun de ces intervalles. Maintenant, après, vous enchaînez que, parce qu'on a remarqué que ce qui se passe en pi demi, donc de plus, la limite de f de t, donc lorsque t tend vers pi demi, lorsqu'on va par valeur inférieure, la part valeur inférieure de t, donc quand t est inférieur à pi demi, c'est la première expression que vous utilisez, donc c'est la limite de t, lorsque t tend vers pi demi, et ça donne pi demi, par valeur inférieure, évidemment, donc c'est pi demi, et la limite de f de t. Ok. Lorsque t tend vers pi demi par valeur supérieure, là, il faut utiliser l'autre expression. Vous voyez bien quoi. C'est pi moins pi demi quoi. Donc ça donne pi demi aussi. Et f de pi demi, c'est cette expression qu'il faut utiliser. Et f de pi demi lui-même, ça fait pi demi aussi. F de pi demi aussi, ça fait pi demi. On voit que finalement, bon, on peut conclure que f est continu en pi demi, puisque la limite de f de t finalement, lorsque t est en pi demi, par valeur inférieure, c'est égal à la limite par valeur supérieure en pi demi. Et ça fait f de pi demi. Donc on peut conclure que f est continu en pi demi. F est continu en pi sur 2. De ce fait, comme f est continu sur 0 pi demi sur pi demi à pi, continu en pi demi, alors c'est continu sur 0 pi. Donc f est non continu sur 0 pi. F est continu sur 0 pi. Okay. Maintenant, vous complétez juste par parité. Comme f est impair, alors c'est aussi continu sur, vous complétez sur mon pi à 0. Comme f est impair, alors, puisqu'elle est déjà continue sur 0 pi, elle est aussi continue sur mon pi à 0. Alors, elle est aussi continue sur l'intervalle opposé, donc sur mon pi à 0 aussi. Donc, sur mon pi à pi. Je vais continue sur mon pi à 0 sur 0 à pi, donc sur mon pi à pi.
On pourrait vous demander la continuer sur R. Là, vous direz que c'est les valeurs d'amplitude de pi. Et donc, pas périodicité. Donc, c'est ça. On remarque un peu, je mets ça en parenthèse. Donc, voilà. Donc, pi à pi, son amplitude, c'est 2 pi, quoi. Donc, pas périodicité. Il est continu sur R. Pas périodicité. Il est donc continu sur R. Continu sur R. Voilà, donc on pourrait compléter par périodicité, mais bon, c'est pas posé. Bon, c'est ça. Maintenant, on calcule les questions de Fourier. Encore. Calcule les questions de Fourier de la fonction. Calcule des coefficients de Fourier. Coefficients de Fourier de la fonction f. Donc, les coefficients de Fourier se calculent en utilisant quoi? Les formules. D'abord, f est impair. Donc, je l'ai dit tout de suite, lorsque la fonction est impaire, alors le coefficient de Fourier B est nul. Donc, vous allez fouiller. Bon, c'est B, c'est plutôt A. Hein, c'est plutôt A. C'est le plus de cosinus qui est nul. Donc, A est nul. Il faut calculer B, quoi. Et donc, calculer B. Pour calculer B, j'ai la formule B de N égale à 2 sur la période intégrale sur l'intervalle dans l'amplitude et la période de f de x sinus n oméga x. Bon, ici, comme même il m'a dit, je vais mettre f de t. Donc, f de t sinus n oméga t. Donc, je mets f de t sinus de n oméga t. Maintenant, la période ici est 2 pi, quoi. Ok. Donc, vous pouvez faire l'intégrale. En fait, 2 sur la période c'est 2 pi. On va 1 sur pi, donc, vous voyez. Donc, 1 sur pi ici. 1 sur pi. Intégrale. Sur l'intervalle d'amplitude est 2 pi. Ok. Donc, je peux intégrer sur 0 à 2 pi. Je peux faire intégrer sur moins pi à pi. En fait, ça, ce sont que les choix. Parce que vous avez le choix d'intégrer entre 0 et 2 pi. Pourvu que l'amplitude soit moins pi, hein, qu'est-ce que je dis? Pourvu que l'amplitude soit 2 pi. Je peux intégrer sur moins pi à pi, c'est des choix. Parce que l'amplitude c'est 2 pi. Mais on a fait la représentation tout de suite sur moins pi à pi. Comme vous le voyez, moins pi à pi est plus adapté à notre travail que 0 à 2 pi. Donc je vais intégrer sur moins pi à pi. Okay. Je vais intégrer sur moins pi à pi. F de t sinus de quoi? N oméga t. Voilà. Donc c'est vrai, hein, vous pouvez intégrer sur 0 à 2 pi, mais est-ce que ça vous avantage? Non. C'est pas rapport à ça qu'on fait les choix. Hein. Donc ce n'est pas juste pour en est et 0, vous voyez que j'ai la fonction sur moins pi à pi, quoi. Initialement, je l'avais sur 0 à pi. Donc ça suffisait même que je prenne mon pi à pi pour travailler. Parce que la fonction elle est impaire, donc clairement, mon pi à pi est plus indiqué que 0 à 2 pi. Et ça, c'est mon pi à pi que je vais utiliser. On peut prendre n'importe quel intervalle dont l'amplitude est de pi. Parce que la fonction se répète sur chaque intervalle d'amplitude de pi. A priori, donc il n'y a pas de différence. Mais dans les calculs, ça va jouer sur la facilité des calculs à faire. Donc ici, moins pi à pi. Donc c'est l'expression oméga. Bon, j'avais dit qu'oméga c'est 2 pi sur t. Hein. Donc ici t c'est 2 pi, quoi. Donc 2 pi sur 2 pi. Donc j'avais 1. Donc oméga c'est 1. Donc c'est ça donne sinus nt, quoi. Et 2 pi sur la période, en fait. Donc ça fait sinus n oméga t, donc nt. Okay. Maintenant, la fonction f, il est impair. C'est l'énoncé qu'il a dit. Okay. Celle-là, sinus, elle est impaire. Je vous ai dit que quand on fait le produit d'une fonction impaire par une fonction impaire, ça donne une fonction paire. Et je vous ai aussi dit que quand on intègre une fonction paire de moins quelque chose à quelque chose, une fonction paire, si f est paire, hein, si on intègre une fonction paire comme ça, alors l'intégrale de moins a, c'est le double de l'intégrale de 0 à a. Parce qu'une fonction paire a un as. Par exemple, une fonction paire, c'est un truc comme ça, par exemple. Donc, il y a un as de symétrie. Donc, quand tu l'intègres, par exemple, de moins a à a, ce qui se passe de moins a à a, c'est le double. L'air sous la courbe de moins a à a, c'est le double de ce qu'il y a sur 0 à a. C'est pour ça, en fait, que quand vous avez ça, là, on réécrit encore que c'est égal
Parce que vous n'avez pas f directement sur moins pi à pi. Le f qu'on a donné là, c'est sur 0 à pi. Donc il faut être assis sur. C'est ici qu'on dit la parité. Comme votre fonction elle est paire, comme vous avez ceci, vous pouvez écrire quoi? Vous pouvez faire le double de ce qui se passe sur 0 à pi. Donc ça là, ça fait 2 sur pi intégrale de 0 à pi. Vous avez le double de ce qui se passe sur 0 à pi. De f de t sinus de quoi? nt de t. Ça le bn en fait. Ouais. Donc c'est parce que toute cette fonction elle est paire. Parce que car f est impair, sinus est impair, donc le produit est pair. Donc ici f sinus, ça là, cette fonction là est paire en fait. Donc on a intégré de moins quelque chose, de moins pi à pi, c'est le double de ce qui se passe de 0 à pi. C'est pour ça qu'on écrira finalement cette formule. Et heureusement pour nous, en fait, qu'on tombe sur ça. Parce que l'expression, n'oubliez pas que l'expression qu'on vous a donné de f de t, c'est sur 0 à pi. L'expression que l'énoncé a donné initialement de f de t, c'est sur 0 à pi. Donc vous devez chercher à finalement ramener l'intégrale sur 0 à pi. C'est cette petite astuce là que l'on utilise dans les calculs, voilà, qui peut vous faire croire que bon, des fois on passe voilà, de 0 à 2 pi à moins pi pi, dans les comme ça. Sinon, c'est justifié, c'est bien justifié. Et on le fait pour une bonne raison. Parce que l'expression que j'ai donnée à la fin, je sais que c'est sur 0 à pi. Donc, toute cette gymnastique-là, c'est pour pouvoir utiliser l'expression que j'ai sur 0 à pi. Mais cette fonction, comme vous la voyez, elle est définie par intervalle. Et il est défini sur 0 à pi demi, sur pi demi à pi. Donc, il faut en tenir compte ici. Et donc, le bn, il faut en tenir compte. Donc, je vais scinder ça en deux parties. Et donc, pour calculer le bn, je scinde en deux parties. Donc, j'ai écrit que ça fait 2 sur pi. Donc, je vais scinder ça en deux parties. Je vais d'abord écrire l'intégrale de 0 à pi sur 2. F de t sinus nt dt avant de mettre l'intégrale de pi sur 2 à pi et pas la formule du Chan. Hein. Donc de 0 à pi, j'ai introduit pi demi. Et je mets ici f de t sinus de nt dt. Donc là, c'est ça bn. Donc bn est donc égal à 2 sur pi. Ok. Maintenant, f de t, bon, vous voyez, sur 0 à pi demi, c'est t. Alors que sur pi demi à pi, c'est pi moins t. Donc il faut en tenir compte. Donc t d'une part, pi moins t d'autre part. Donc vous mettez 0 à pi demi. Donc t ici, t sinus de nt. Et de l'autre côté, pi moins t. Donc de pi demi à pi, j'ai f de t qui fait pi moins t sinus de nt dt. Donc vous avez ça. Maintenant, bon, le reste, c'est des calculs. C'est des calculs. Mais bon, quand même, je peux voir que pour faciliter ces calculs-là, okay, pour faciliter ces calculs quand même, je peux voir que ceci est plus long. Bon, d'abord, je recopie ceci. Okay. Donc, t sinus nt dt. Ici, si je décompose, en fait, j'aurai pi demi à pi. Je vais développer, en fait, ok. Donc, j'ai le pi qui se distribue après le moins t. J'aurai pi sinus nt, ok, pi sinus nt. Comme l'intégrale est linéaire, bon, je vais scinder en deux parties l'intégrale. Après, il y aura moins. Après, il y aura moins l'intégrale de pi demi à pi. L'intégrale de pi demi à pi de t sinus nt dt. Voilà. En fait, les deux intégrales là, ça se ressemble, c'est les intervalles qui diffèrent, quoi. C'est les intervalles qui diffèrent. Bon, pas grave. Quand même, je vais les mettre du même côté, que le calcul sera similaire. Donc, intégrale de 0 à pi sur 2. Donc, j'ai t sinus nt dt. Après, j'ai moins l'intégrale de pi demi à pi. Il y a t sinus nt dt. Bon, je mets maintenant l'intégrale là. Donc, je mets pi en facteur, évidemment. Donc, pi sera de pi sur 2 à pi sinus nt dt. Et le reste, c'est un simple calcul que l'on fait. Donc, commençons par le plus simple. On va commencer par celui-là. Ah, je commence. L'intégrale de pi demi à pi. On commence par celui-là.
de sinus NT fait quoi? En primitif de sinus moins 1 sinus. Il faut mettre ici moins 1 sur n comme primitif cosinus NT. Comme dérivé, n'oubliez pas qu'il doit avoir le n. Donc, le n qui descend, vous avez donc le résultat, moins 1 sur n cosinus NT. Donc, puis entre pi de mi et pi pour vous évaluer. Okay. Vous savez, si vous avez compris, je continue. Si vous n'avez pas compris, dites-le-moi. Donc, c'est moins 1 sur n cosinus npi. Ou, voilà, ensuite, moins. Donc, ça devient plus 1 sur n cosinus npi de mi. Donc, ça va occasionner un peu de calcul. Donc, allons-y. Donc, vous devez savoir que cosinus npi, c'est moins 1 exposant n. Vous savez ça, j'ai cosinus npi. Le cosinus npi, tantôt, ça fait moins 1 en fait, si n est impair. Mais ça fait 1 si n est pair. Ça qu'on résume dans la formule moins 1 exposant n. Donc, dans ce cas, je mets moins 1 sur n, enfin moins 1 exposant n. Mais cosinus npi demi, là, c'est un peu plus mitigé. Hein. Et surtout dépendra, il faut discuter en fait. Que pour cosinus npi demi, il faut faire une petite discussion. Voilà. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour ça. Ouvrir une parenthèse. Et en fait, quand vous prenez cosinus, d'abord cosinus npi, j'ai dit que ça fait moins 1 si n est pair. Si n est impair plutôt, si n est impair, et ça fait 1 si n est pair. C'est ça qui m'a fait dire que ce cosinus est moins 1 sur n. Et pour le cosinus de npi sur 2, là, il faut un peu calculer. Parce que si n est pair, par exemple, si n est pair, vous aurez quoi dans cette écriture? Si n est pair, c'est-à-dire n de la forme de k, c'est un nombre pair, k est un entier, et k est un entier. Et dans ce cas, quand vous calculez npi sur 2, vous avez 2k fois pi sur 2. Et le calcul fait k fois pi. De telle sorte que quand vous calculez le cosinus de npi demi, c'est quoi? Okay. Le cosinus de npi sur 2, c'est le cosinus de kpi. Le cosinus de kpi, et ça fait moins 1 sur k. C'est moins 1 sur k. Mais par contre, si n est impair, ça fait quoi? Si n est impair, le cosinus de npi sur 2, c'est n de la forme de k plus 1. 0. Ça fait 0 effectivement. Ça fait 0. Parce que les cosinus de 3 pi demi, 5 pi demi, tout ça c'est 0 en fait. Ça fait 0. Voilà. C'est 0. Donc là, c'est un peu plus mitigé. Donc, soit carrément, je vais garder cette expression, mais je peux aussi en faire les calculs. Donc, je peux faire les calculs avec, mais bon, peut-être, soit tu la gardes, bon, puisque le fait qu'il donne 0 ici, c'est pas trop cool. Soit dans la garde simplement comme ça. Hein. Voilà, sur une pi demi. Là, ça dépend vraiment de la parité de n. Si n est impair, ça fait du 0 là-bas. Si n est pair, voilà, ça donne moins 1 puissance k. Je vais le laisser dans l'expression. Après, on verra bien. Sûrement qu'il va partir avec une autre expression après, donc on le laisse pour le moment. Donc, bref, finalement, l'intégrale qu'on veut calculer, c'est-à-dire l'intégrale de pi de mi à pi de sinus nt, c'est quoi? L'intégrale de pi de mi à pi de sinus nt dt. Donc, on a trouvé moins 1 sur n pour celui-là. Donc, il y a un moins à côté, ce qui fait que c'est les moins 1 finalement sur n plus 1. On calcule. Moins 1 sur n plus 1. Bon, je vais mettre 1 sur n en facteur. Okay.
il y a ça un peu partout, on met ça en facteur. Donc c'est 1 sur n. Ici, on a moins 1, n plus 1. Ensuite, mon cosine 1 pi demi, vous voyez que son expression est un peu plus bizarre que l'autre. On va le laisser ici. Il vaut mieux le laisser pour simplifier. Donc, ok. On a calculé la première partie de l'intégrale, donc celle-là. Okay. Maintenant, il faut prendre celle-ci. Donc, j'ai besoin de primitiver t sinus nt. Okay. Bon, d'abord, je vais primitiver ça sans les bornes. Je vais trouver une formule pour la primitive. Donc, quelle est la primitive de t sinus nt? En primitive, on n'était évidemment pas parti. Okay. On n'était pas parti. On va l'intégrale donc de t. Il faut primitiver sinus nt. Donc, voilà. En gros, vous posez, si vous faites les trucs d'intégration partie de la formule d'intégration par partie, ici vous posez u' égale à sinus nt, vous primitivez le sinus, vous dérivez le t. Donc, vous posez u' égale à sinus nt, okay. Et vous posez v égale t. Vous avez donc le u qui vaut, en primitive, hein, encore moins 1 sur n cosinus nt, et vous dérivez v. La dérivée de v, lui, c'est 1. Donc, c'est ça que vous utilisez. Donc, ça veut dire que primitive de t sinus nt, une primitive de ceci. Voilà, donc vous avez là intégrale de u', qui fait donc la formule, c'est uv, donc faites u fois v, fait le produit de u et v, ça fait moins 1 sur n fois t cosinus nt, moins maintenant l'intégrale de v', u. Donc en fait, v', comme il y a un moins ici, moins, ça fait plus, donc vous aurez finalement plus 1 sur n, intégrale de cosinus nt. Maintenant, primitive de cosinus nt, bah, vous connaissez, je vais écrire moins 1 sur n, t cosinus nt. Primitive de cosinus nt, bah, c'est 1 sur n sinus nt. Donc, vous aurez finalement 1 sur n fois 1 sur n, donc 1 sur n carré. Sinus nt. Voilà. Maintenant, ce que moi je veux trouver, c'est l'intégrale de 0 à pi demi et de pi demi à pi. Okay? Donc, je calcule d'abord sans borne, c'est astucieux. Après, je vais juste évaluer les valeurs. Donc, si je veux calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t sinus nt, je vais juste prendre la primitive présente, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler grand f de t. Okay? Donc, je vais juste prendre grand f de pi demi moins grand f de 0. Je vais juste calculer ça. Donc, en pi demi, d'abord, ça fait, on place t par pi demi. Okay, donc, ça fait moins pi sur 2n cosinus n pi sur 2. Ensuite, plus 1 sur n carré sinus n pi sur 2. Donc ça, c'est le calcul de f de pi demi. Maintenant, il faut f de 0. Pour f de 0, bah, quand ça fait 0, hein, parce que f de 0, vous voyez que ça fait 0 ici, ça fait sinus 0 aussi, c'est 0, f de 0, c'est 0. Raison. Maintenant, on veut aussi calculer l'intégrale, ça c'est l'intégrale de 0 à pi demi, on veut aussi calculer l'intégrale de pi demi à pi. Et l'intégrale de pi demi à pi de t sinus n t. Donc là, vous faites f de pi, c'est la différence entre pi et f de pi moins f de pi demi. Vous faites, on calcule alors f de pi. On va moins pi sur n cosinus npi. Ok. Sachez que le sinus de npi est nul, mais quand même je l'écris. Plus 1 sur n carré sinus npi. Maintenant, calculer en pi demi. En pi demi, j'ai déjà fait le calcul en pi demi. C'est celui-là qui est en haut. En pi demi, donc faites moins ce que j'ai écrit en haut en fait. Et en pi demi, c'est f de pi demi que j'avais écrit ici. Donc on fait moins f de pi demi. Donc je fais moins ça en fait. Après, ça revient plus. Je fais moins ceci, moins tout ceci. C'est plus pi sur 2n. Cosinus de n pi sur 2. Plus 1 sur n carré. Non.
vais moins, puisque j'applique un signe moins. Donc, moins 1 sur n carré, sinus n pi sur 2. Voilà. Donc, c'est ça. Dans l'intégrale, ce qu'on veut calculer, c'est la différence entre les deux intégrales. Ne l'oublions pas, c'est la différence. On va faire la différence. Donc, sinus npi, je rappelle, ça fait 0. Hein. Sinus npi, parce que sinus npi, ça fait 0. Donc, l'intégrale, on fait la différence des deux intégrales. L'intégrale de 0 à pi demi de t sinus mt. On fait moins maintenant l'intégrale de pi sur 2 à pi de t sinus mt. On fait la différence entre les deux intégrales. Donc, déjà, celui-là, vous voyez que bon, quand il fait ceci moins, tu fais d'abord moins ceci, et puis c'est la même chose au final. Celui-là, je fais moins l'autre. Ça va donner 0 parce que, bon, de toute façon, si celui-là c'est A, l'autre c'est moins A, donc ça va faire le double finalement. Il faut être moins, ça va faire moins 2 fois le premier. Ceci, moins, ça fait moins 2 fois le premier, quoi. Bref, vous aurez, en gros, ceci, je vais juste recopier ceci quand je fais la différence. J'aurai ceci fois 2, quoi. Quand je fais la différence, ça et ça d'abord. Je laisse le moins pi sur n cosinus pi d'abord. J'aurai 2 fois celui-là. Je copie ça. Okay. J'aurai double. Et je multiplie par 2 en fait. Donc vous aurez. Quand je multiplie par 2, moins pi sur 2n, donc ça fait moins pi sur n. Ici, il y aura 2 sur n carré. Et puis je multiplie par 2, donc il y aura 2 sur n carré. Donc 2 sur n carré sinus n pi. Donc voilà. Ah, ok, c'est bon, c'est ça que je n'ai pas vu le stade. Ah, ok. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Lorsqu'on fait la différence, c'est cette histoire-là, en fait. Bon, maintenant, on va faire la somme avec ce que j'ai laissé un peu plus haut. Donc, ce que j'avais laissé un peu plus haut, c'est-à-dire celui-là, justement celui-là. On va faire la somme entre tout ça, là, et ça qui va donner notre résultat. Bon, il y a un 2 sur pi, et un pi aussi, qu'il ne faut pas oublier. Donc, le Bn, c'est ça. Bn, c'est ça. Je vais recopier tout ça. Et voilà, on va faire les calculs. Bon, j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir un truc calcul aussi compliqué. Bon, c'est pas aussi compliqué, mais c'est trop calculatoire en fait. C'est trop calculatoire. Bon, mais bon, vous faites avec ce qui est donné comme exercice. Donc, le BN, c'est ça. Donc, ça fait 2 sur pi. Bon, les deux premiers, la première différence, ça on a déjà calculé ce qui est en haut ici. Donc, je ne fais que copier, colle, et je colle. C'est différent, on l'a déjà calculé. Donc, bon, je la mets là. Donc, je copie, je colle le résultat. Donc, pour la première partie, c'est ça. Donc, la collade, ça couvre tout. Hein. Donc, le crochet, plutôt, ça couvre. Non, c'est 2 sur pi multiplié par tout ça. Donc, ça couvre tout. Et then, après, la partie, donc, je mets plus pi. Et maintenant, la partie là, intégrale de pi demi à pi. Le sinus np a aussi étudié à calculer. Donc, l'intégrale, celui-là. En fait, je copie et je colle également. Donc, là, c'est un peu chaud ces calculs-là. On fait avec ce qui est donné comme exercice. En plus pi, donc pi multiplie ceci. En gros, plus pi qui multiplie. Donc ça sera plus pi sur n, je pense. Non, le pi qui multiplie sur n, bon, ça fait pi sur n. Je vais le mettre directement pi sur n. J'enlève le pi là. Et hop, on a le résultat plus ça. Il faut fermer donc les grands crochets qui étaient là. Bon, maintenant on va simplifier tout ça. Bon, c'est pas une fraction quand on a besoin d'une barre de fraction. C'est un plus. On va mettre ça beaucoup plus jaune. Alors, il y a plus pi, il y a plus. Donc ceci. C'est après qu'il y a plus celui-là. Et
Et on a notre résultat. Donc, de Bn, bon, on va essayer de simplifier un peu. En tout cas, s'il y a du. Donc, déjà, on voit qu'il y a ici du moins pi sur n cosinus n pi demi. Donc, on va développer avec le pi sur n cosinus n pi demi, ça part. Donc, on peut simplifier déjà ça. J'ai ici cosinus n pi demi, mais il y a un pi sur n qui est dehors. Donc, on peut simplifier les deux là. Voilà. Donc, je vais plus les écrire après lors du calcul. Donc, j'aurai donc 2 sur pi. Et donc, on continue. Ici, on a 2 sur ce que j'ai souligné en bleu, je ne vais pas écrire, puis ça s'ennuie. Donc, il y a 2 sur n carré. Ici, on a sinus n pi sur 2. Donc, cosinus n pi, on sait que c'est moins 1 puissance n. Donc, j'en tiens compte. Pi sur n, moins 1 puissance n. Okay. Donc, ici, moins 1 sur n plus 1, on va. C'est bon. Les bleus, je les écris plus. Hein, donc, ça, c'est pi sur n fois moins 1 puissance n. Maintenant, ici, on sait que moins 1 sur n plus 1, c'était en fait moins 1 puissance n. Voilà. Donc là, les deux vont partir. Donc, mon pi sur n fois moins 1 puissance n encore une fois. Ça va partir. Donc, finalement, ces deux-là aussi, bah, ça part. Ouais. Donc, finalement, le calcul, il est très simple. Donc, si ça part, quoi qu'au final, on a quoi? 4 sur pi n carré. 4 sur pi n carré. Et ici, sinus de n pi sur 2. Ah, ça, c'est ce que j'ai pour Pn. Dans sinus n pi sur 2, on peut le simplifier. Si on raisonne soit par parité par une parité, on peut faire quelque chose là-bas. Ouais. Parce que déjà, si n est pair, il serait nul, je pense. Bon, si n est pair, il est nul. Donc, bien, c'est ça. Maintenant, on peut quand même dire que. Donc, si n est pair, n est pair, n de la forme de k, par exemple, vous aurez n pi sur 2 qui fait de k pi en fait sur 2. Ce qui fait k pi. Et vous savez que le signe de k pi est nul. Le sinus n pi sur 2 serait donc égal à 0. Et le signe de k pi est nul. Mais si n est impair, ça va être du 2k plus 1. Donc là, ça va dépendre de la parité. Voilà. C'est ça. De k. Donc si n est impair, ça serait nul. Si n est impair, donc si n est égal à 2k plus 1, vous avez sinus. Donc là, ça serait soit égal à 1 ou bien moins 1 quand on fait des calculs. Ça serait en fait un truc du genre moins 1 puissance k. Ce que je vais faire, bon, laissons-le comme ça. Okay? Quand on va calculer les sommes, on va utiliser ça. Donc pour le moment, on n'a pas besoin de faire tout ça. Donc vous utilisez ça, c'est déjà bon quand même. Pour un premier calcul, c'est pas mal. Bon, n différent de 0, n entier naturel non nul. Voilà, c'est ça qu'on obtient pour bien après calcul. Bon, ok, donc c'est fait. Même ça ne va pas ce calcul-là, c'est ça. Maintenant, la question qui suit, on va y revenir. C'est d'étudier la convergence de la série de Fourier. Donc, voilà, c'est là où j'utilise le théorème de Dirichlet. Okay. Donc, si c'est d'étudier la convergence de la série de Fourier, vous utilisez le théorème de Dirichlet. Ouais. Donc, le théorème de Dirichlet, est-ce que nous sommes sous les hypothèses? Est-ce que nous sommes dans les hypothèses du théorème de Dirichlet? Donc, vous devez vérifier si vous êtes dans les hypothèses du théorème de Dirichlet. Dans ce cas, vous appliquez ce théorème. Donc, je vais l'appeler le théorème. Fonction T périodique, continue par morceau, qui admet les dérivés à gauche, à droite, et ces histoires-là. Donc, c'est ce dont il faut parler. Donc, dans notre cas, si les conditions vérifiées à chaque fois, je vais cocher. Donc, ici, oui, notre fonction T périodique, c'est T égale à 2pi, c'est T périodique, c'est 2pi périodique, oui. La fonction est continue par morceau. Elle est même continue, on l'a vu ensemble. Parce que je l'ai démontré à la question précédente, elle est continue même surtout dans son grand R. On avait demandé de vérifier la continuité sur mon pi à pi, mais j'ai vérifié qu'elle est continue sur le grand R. Donc oui, c'est continu sur R. Donc oui, continue même. Continue sur R, donc continue par morceau. Hein, continue sur R. Si c'est continue sur R, c'est même beaucoup plus fort que la continuité par morceau. Donc oui, ça coche cette case aussi. Bon, si elle est continue,
Bon, elle est même de. On dit que f admet en tout point un nombre dérivé à gauche et à droite. J'ai fini. Bon, oui, c'est clair. Bien. À chaque fois, il y a une dérivée à gauche et à droite. Ça va de soi. C'est des polynômes avant tout. Donc, il y a toujours une dérivée à gauche et à droite. Bon, ça vérifie. Donc, comme ces points sont vérifiés, ok. Bon, vous l'écrivez en toute phrase que voilà, c'est vérifié. Alors, la série de Fourier associée à f converge vers sa fonction régularisée. Okay. Mais la fonction régularisée, comme je voulais expliquer, f bar, on l'a défini comme étant égal à f de x. C'est-à-dire f bar, la fonction régularisée f bar de x, on l'a défini comme étant égal à f de x si f est continu en x, f continue en x. Sinon, on peut prendre f de x plus f de x moins sur 2. F de x moins sur 2. Sinon, mais dans le cas f est continu, ce qui fait qu'on n'utilisera pas l'expression, la deuxième expression. Ok, dans notre exercice, la particularité de notre exercice, c'est que la fonction elle est continue. Et dans ce cas, si la fonction elle est continue, pour une fonction qui est continue, elle est égale à sa fonction régularisée. Donc ici, f bar est égal à f. Dans notre exercice, car f est continu. Ok. Alors, donc il faut juste utiliser parce qu'on n'est pas dans le cas sinon. F est continu, donc f bar est égal à f. Donc dans notre f bar est égal à f. Donc on peut dire que la série de Fourier, dans notre cas, ça converge, mais la série de Fourier converge vers f. La série de Fourier converge vers f. La convergence et de plus la convergence elle est uniforme sur tout intervalle où f est continu. Donc ici la fonction elle est continue sur R, je l'ai dit. Donc comme f est continue sur R, alors on m'a dit que la série de Fourier SF converge uniformément puisque f est continue sur R. Okay. F est continue sur R. F est continue sur R. Donc on peut dire que la série de Fourier de f converge uniformément vers la fonction f. Vers f sur un ensemble entier. Donc, quand on demande d'utiliser la convergence, c'est seulement ça, c'est via le théorème de Dirichlet. Okay. Et ensuite, d'en déduire le calcul de quelques sommes. Ok, la dernière question. Monsieur, s'il vous plaît, avant qu'on ne continue vers la dernière question, j'avais un souci au niveau des réductions là, pour déterminer le coefficient Pn. Oui. Quand vous avez trouvé k sur Pn carré fois sinus n sur 2, je n'avais pas bien compris comment vous avez fait les réductions là, j'étais un peu perdu. Ok. Vous voulez dire. Bon, jusqu'aux grandes parenthèses là, je comprenais encore. Ici. On a intégré jusqu'à la fin de la grosse somme. Oui, jusque-là, ça donne. Ok. Jusque-là, je comprends encore bien. C'est lui à partir d'ici, à partir d'ici. Ok. À partir d'ici. D'accord. Je vais un peu développer encore. Pour arriver ici, c'est vrai, je suis allé un peu vite. J'ai simplifié les choses en désordre. Donc, ok. Ce que je fais dans ce cas, je vais insérer une nouvelle. Donc, je copie. Ouais, je vais insérer une nouvelle page pour le détail de calcul. J'ajoute une nouvelle page pour les détails de calcul. Ok. Donc, je vais un peu ici. Je vais détailler les calculs. Donc, détail de calcul. Donc, ici, on avait écrit donc 2 sur pi. Donc là, je le copie simplement. Ici, je le copie tout simplement. Okay. Donc, je le copie tout simplement. Ici, je développe. Donc, je développe avec plus pi sur n fois moins 1 puissance n plus 1 plus pi sur n cosinus n pi sur 2. Voilà, donc je développe. Maintenant, je vois que ce terme, c'est lui qui est encore ici.
Donc, moins pi, ici, mais ceci, c'est moins pi sur n cosine pi limite. Ici, c'est pi sur n cosine pi limite. Donc, ça part. On les deux, je simplifie. Et je continue donc le calcul. J'écris sur les 2 sur pi. Donc, ici, j'ai 2 sur n carré sinus n pi sur 2. Ici, bah, j'ai fait une petite bourde, je pense. Ah ouais, c'est bon. Il n'y a pas de bourde. Donc, cosine npi, je sais que c'est moins 1 s sur n. Et cosine npi, je sais que c'est moins 1 s sur n. Donc, je le copie. Ici, j'ai plus pi sur n fois moins 1 s sur n plus 1. Donc, vous avez, je copie bien le début. Je copie le début. Voilà. Maintenant, ici, moins 1 sur n plus 1, c'est, vous écrivez ça comme moins pi sur n fois moins 1 puissance n. On est d'accord? Parce que moins 1 s sur n plus 1, ça fait moins 1 s sur 1 fois moins 1 s sur n. Donc, ça fait moins 1 s sur n. Voilà. Et je peux remplacer moins 1 sur n plus 1 par moins 1 sur n. Et donc, dans ce cas, si je le fais, les deux termes aussi, ça part. Ces deux termes, ça part aussi. Ils s'annulent. Et donc, au final, vous allez bien 4 sur pi n carré sinus n pi sur 2 pour le coefficient bien. C'est bon? Oui, c'est bon, je comprends. Merci. Ok. Donc, ok, c'est bon. Bon, je prends la somme que j'ai donnée. Voilà, donc la somme pour finir. On déduit la somme des séries suivantes. On déduit la somme des séries suivantes, donc la somme des 1 sur 2 plus 1 au carré, la somme des 2 sur 1 carré, et ok. Voilà, donc pour calculer les sommes, en fait, il faut revenir simplement à notre série de Fourier. Il faut revenir juste à la série de Fourier. Donc, je rappelle le coefficient de Bn, le coefficient Bn qu'on a calculé. Okay. Bn précédemment, okay. On a trouvé Bn égal à ça. On va partir de là. On a trouvé Bn égal à ça. On s'en sert pour la suite. Donc, ici, c'est la valeur de Bn, c'est 4 sur pi n carré sinus n pi sur 2. Avec ça, ça doit être bon. Ouais, ça le Bn. Maintenant, on voit les sommes qu'il demande de calculer. Mais déjà, il y a une somme qui ressemble un peu à Bn. Okay? Une somme qui ressemble un peu à Bn. Parmi les sommes, regardez Bn et regardez Bn. Bn, c'est 4 sur pi n carré sinus de n pi sur 2. Ouais. Donc déjà, je vois directement en fait que le 1 sur n carré, en fait, ça m'interpelle. Bon, ça m'interpelle. J'ai un carré, ici aussi j'ai un carré, ici aussi j'ai un carré. En fait, oui, les deux sommes là, c'est la même chose. Bon, ok. Ben, ce sont des carrés. Donc, en fait, ça m'interpelle. Et donc, comment on utilise maintenant, voilà, comment est-ce qu'on peut calculer la somme simplement? En fait, on se sert de la question précédente. La question précédente, c'est la question sur la convergence de la série de Fourier. Et nous avons vu que la série de Fourier, en fait, de la fonction f, et SF, ça converge vers ça, comme c'est-à-dire SF de x, et SF de t, si vous voulez, peu importe, c'est t. Ceci, c'est f de t, excusez-moi, c'est f de t. Ceci, quel que soit t dans grand R, en fait. C'est ce que nous avons fait, en fait, on nous demandait d'étudier la convergence de la série de Fourier vers, voilà. On a vu que la série de Fourier converge vers f bar, qui est la régularisation de la fonction f. Et comme la fonction que f est continue, c'est grand R, que f bar, c'est f. Voilà. Donc, j'ai bien rappelé que dans notre résumé de cours, que ce n'était pas toujours le cas. Okay? Mais dans le cas où la fonction continue, bah, c'est le cas. Okay? Dans la série de Fourier, ici, ça converge vers f. Donc, on va utiliser en fait ce fait-là. La série de Fourier, en fait, voilà, je disais que
L'écriture dans le cours, donc c'est A0 sur 2. Ça, c'est à connaître dans le résumé que j'ai fait. C'est A0 sur 2 plus la somme, ok, n allant de 1 à l'infini de AN cosinus n oméga. Dans le cas où l'oméga c'est 1, donc bon, je vais dire oméga c'est t sur 2 pi, et que notre t c'est 2 pi, donc ça fait 2 pi sur 2 pi, ça fait 1. Donc bref, je vais AN cosinus nt plus bn sinus nt. C'est ça qui est la série de Fourier en fait. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que cette série de Fourier de la fonction f, cette série qui mesure la fonction f, okay, est égale à f, c'est égal à f lui-même. Donc il y a l'égalité avec f, c'est égal à cette fonction f. Mais bon, dans notre cas, rappelons que les a sont nuls. Hein. Dans nos calculs, les a sont nuls. Okay? A sont égaux, n sont égaux à 0 ici. Hein. Donc, si les AN sont égaux à 0, donc rappelons les AN sont égaux à 0, ce qui fait que bah, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai quoi? J'ai la somme, je l'écris, la somme, donc n allant de 1 à l'infini, de Pn, sinus de nt égale f de t. Ouais, théorème de Dirichlet que j'utilise. Donc, Bn, on l'a calculé, on a trouvé 4 sur Pn carré. Je vais remplacer ce Bn. Et ce Bn, c'est 4 sur Pn carré. Je le remplace dans notre calcul. Donc, Bn, c'était ça. Je le mets là. OK. Donc, ce coefficient Bn que vous voyez là, on l'a calculé. C'est lui qui est là. Et donc, je recopie la somme avec le sinus nt, évidemment. Le sinus de nt, lui aussi c'est égal à f de t. F de t, donc je mets la somme n allant de 1 à l'infini. Bon, dans la somme, vous pouvez faire sortir tout ce qui est constant. Ici, la variable, c'est n. Okay. Le 4, ici, ne dépend pas de n. Tout ce qui ne dépend pas de n peut sortir. OK. Donc 4, ça dépend, lui sort, et puis ça sort. Donc je peux le mettre en facteur, j'en ai pas besoin. 4 sur pi. Donc 4 sur pi, c'est une constante. On le met en facteur de la somme. Donc vous avez 4 sur pi somme n allant de 1 à l'infini. Donc il reste. Vous ne pouvez pas faire sortir 1 sur n carré, lui dépend de n clairement. Donc je le laisse. 1 sur n carré. Sinus np demi aussi reste. De np sur 2. Voilà. Sinus nt qui est égal à f de t. Bon, le cas sur pi, je le balance de côté, j'en ai pas besoin vraiment. Bon, je vais épurer carrément les choses. Donc, le cas sur pi, je le mets de l'autre côté, j'inverse. Je le mets de l'autre côté de l'égalité. De l'autre côté de l'égalité. Ok. Donc, j'aurai alors du pi sur 4, donc il vient de l'autre côté de l'égalité. F de t fois pi k, en mettant le ici f de t fois pi k. Donc en fait, on a cette égalité qui est valable, je le dis pour tout t dans grand terme, vous pouvez écrire ça. Ça, c'est un résultat de Dirichlet. Donc directement, vous allez poser la question, comment je fais en fait pour avoir le résultat de l'exercice. Voilà. Comment je fais pour avoir les résultats de l'exercice. Déjà, le sinus np demi, il n'y a pas ça. Okay? Donc, vous devez vous attaquer à ce premier problème. C'est que dans les sommes qu'on a demandé de calculer, il n'y a pas sinus np demi. Il n'y a pas ce monsieur-là. Vous voyez clairement qu'il n'y a pas ce monsieur dont ce qu'on veut calculer comme somme. Il n'y a nulle part sinus np demi. Donc, vous devez vous attaquer à ça. Donc, c'est maintenant que je vais m'attaquer à sinus np demi en fait. En traitant le cas np. Bonsoir. Oui. Bonsoir, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis désolé, je suis désolé de vous interrompre, mais j'aurais d'abord une première question, puisque je suis là depuis, mais je suis obligé de sortir à tout moment, puisque un peu là où je suis placé, le réseau dérange et n'arrive pas à bien suivre le cours. Ouais, je vois. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vous entends. Je vous entends. Bon, voilà ma question. Oui. Si quelqu'un calcule A0, n'est-ce pas, utilise la formule 1 sur t intégrale de 0 à df de t cosinus cosinus t dt. Je dis comme intégrale de c'est 1 sur t intégrale de 0 à df de t dt. Voilà. Ça, c'est pour une fonction de périodique.
Quand il utilise ça, je veux savoir, quand il écrit l'expression du terme de la série de Fourier A0 sur 2 somme là, j'ai un problème en fait. Comment je vais dire ça encore? Pour calculer A0, en fait, il y a deux formules. Il y a la première, on dit A0 égale à 2 sur D, intégrale 0 à df de TDT. Un autre, on dit A0 égale à 1 sur D, intégrale 0 à df de TDT. Et la fourchette est de périodique. Quelle est la différence entre les deux expressions de A0? D'accord. En fait, je disais que, j'ai oublié une petite parenthèse ça. Quand on met, ok, quand on met l'expression A0 égale à, je vais écrire ça ici. Quand on met l'expression A0 égale 1 sur T, intégrale de 0 à T, de f de T, dt. Si on met 7 divisé pour A0, dans ce cas, dans la série de Fourier, c'est le de la série de Fourier qui change. La série de Fourier SF, on n'écrit pas A0 sur 2, on met A0 simplement. Somme n allant de 1 à l'infini. De AN cos. Donc, si j'utilise la formule 1 sur D, si j'utilise la formule A0 égale à 1 sur T intégrale, etc., donc je vais plutôt écrire A0. Non, c'est plutôt. Mais si j'utilise 2 sur T, j'aurai A0 sur D, n'est-ce pas? Excuse-moi, c'est plutôt ici qu'on met A0 sur 2. C'est ici qu'on met A0 sur 2. Ouais, c'est ça. C'est ici qu'on met A0 sur 2. Mais quand on met 2 sur T, c'est-à-dire. D'accord. Voilà. Donc, si on met 2 sur T, si on met 2 sur T, c'est là où on met A0 sur 2. Qu'est-ce que je dis là? C'est là où on met. Ok, C'est là où on met A0 simplement. Voilà, c'est ça. C'est là où on met A0. Voilà. Mais en fait, ce qu'il y a dans votre cours, c'est ça. Il faut qu'on recommence un peu. Quand on dit. Donc, Non. ça dit quoi? Bon, on prend A0 égale à 2 sur T. L'expression de la série de Fourier, on aura A0 sur 2. Oui, si vous prenez A0 égale à 1 sur T, c'est là où on met A0 sur 2. C'est le 1 sur T qui correspond à 0 sur 2. Je ne vous suis pas bien, attendez un peu. Augmentez un peu. Je dis que si on met A0 égale à 1 sur T, c'est ça qui correspond à 0 sur 2. Si vous mettez A0 égale à 1 sur T, c'est ça qui correspond à 0 sur 2. D'accord. C'est ça que vous avez en fait dans votre cours, cette écriture que l'on a dans votre cours. Et maintenant, bon, vous allez voir sur Internet, vous voir sur Internet, on fait souvent des choses comme ça. C'est déplorable parce que bon, des fois ça mélange beaucoup. En tout cas, retenez juste l'un et puis le carré avec. Ou retenez l'un et puis le carré avec. Vous savez que dans l'autre cas, on fait l'inverse, c'est tout. Donc, moi, je vous conseille de retenir celui-là parce que c'est ce que j'ai retrouvé dans votre cours quand même. Dans votre cours, c'est celui-là qu'on a et que votre professeur a mis. C'est bon? Ok, d'accord, merci. Ok. J'ai encore une deuxième question. Vu que je suis là depuis le début, bon, depuis le coup, puisque le réseau dérange et j'ai les interférences à chaque seconde, je voudrais savoir, vous avez déjà parlé des équipes de Pascal? Parcival. Oui, j'en ai parlé. Oui. Même des Chilais. Vous dites, hein? Chilais. Oui. L'égalité des displays. Oui, on en a parlé. Vous savez, vous aurez la vidéo sera disponible. La vidéo sera disponible, la vidéo sera disponible après le live. En PDF, c'est possible d'avoir la correction des exercices en PDF. Et vous aurez ça en PDF, vous aurez ça aussi en vidéo. Non, ne vous inquiétez pas. Vous aurez ok, d'accord, merci. Merci pour l'attention. Je vous prie de continuer à expliquer, monsieur, puisque bon, même là maintenant, on n'arrive toujours pas à voir, donc en tout cas, après, on n'arrive pas toujours à voir que c'est. Après, vous aurez accès à la vidéo. Ok, donc je disais. Ok, monsieur, merci. Donc je disais que donc, pour ajouter dans l'inventaire, on a ça comme somme et qu'il fallait faire partir le sinus NP de mi. Puisqu'il n'y avait pas ça dans les sommes en fait. Donc pour faire partir ce sinus NP de mi,
vous devez, voilà, vous servir du fait que sinus npi demi, en fait, comme on l'avait vu, et pour le calculer, si n est pair, donc si n est de la forme 2p, par exemple, p est un entier, évidemment. Dans ce cas, npi sur 2, donc ça fait npi sur 2 est 2p pi sur 2, ce qui fait pp. Et donc le sinus est nul. Hein? Donc pp son sinus est nul. Le sinus fait 0. Okay? Donc, ce qui fait qu'on va travailler seulement pour les n égaux à 2p plus 1. Si n égale à 2p plus 1, vous aurez ici 2p plus 1 pi sur 2. Okay? Et quel est le sinus de 2p plus 1 pi sur 2 déjà? Là, ça va dépendre donc le sinus aussi. Ok, on va essayer d'évaluer le sinus de 2p plus 1 pi sur 2. Je mets un sinus là-dessus. En fait, si p prend par exemple des valeurs comme, on veut calculer le sinus de ceci. Hein. Donc, si p prend la valeur 0, okay, par exemple, des valeurs comme 0, p égale à 0 par exemple, ça sera le sinus de pi demi. Et je vais voir les p pairs, quoi, comme 0 par exemple, le sinus de pi demi. Sinus de pi demi fait 1. Okay. Ça, c'est pour 0. Okay. 1. Mais si p prend, genre, les valeurs paires, si p prend par exemple 2, faites la vérification. Si p par exemple prend 2, qui est aussi une valeur paire, vous aurez quoi? P égale à 2, vous avez 2 fois 2, vous avez 4 plus 1, ce qui fait 5 pi demi. En fait, le sinus de 5 pi demi, par exemple. Le sinus de 5 pi demi, vous faites 5 pi demi moins 2 pi, par exemple. Le sinus de 5 pi demi moins 2 pi, ça fait 5 pi moins 4, ça fait pi demi encore. Et en fait, ça fait encore 1, quoi. Moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que tous les p pairs vont donner le même sinus. C'est ce que je veux dire. Tous les p pairs, comme 0, 2, 4, vont donner le même sinus. Tous les p pairs, en fait, vont donner le même sinus. Et les p impairs, comme par exemple, si vous prenez p égale à moins 1, okay, si vous prenez p égale à 1, p égale à 1, 3 pi demi, par exemple. Ou p égale à 1, vous avez 3 pi demi, son sinus sera moins 1. Donc, essayez de vous en convaincre. Ça, c'est pour les p pairs. Pour les p impairs, comme par exemple les valeurs comme 1, 3, 5, pour les p. Essayez de vous en convaincre. Ce serait un. En gros, ce que je suis en train de dire, okay, ce que je suis en train de dire, c'est que ce sinus fait, donc on dit 1 si p pair, donc 1 si p pair, moins 1 si p impair. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est moins 1 sur p en fait. Moins 1 sur p, tout simplement. Donc, parce que moins 1 sur p, ça fait p si p est pair. Et donc, si p pair, hein, le p et le pair, donc si p est pair, ça va moins 1 sur p. Donc, ce qui fait que quand je vais calculer cette somme, d'abord, je vois que pour les n pairs, bah, c'est nul. C'est pas la... Donc, on va assigner cette somme seulement pour les n impairs, en fait. C'est comme si cette somme, vous la scindiez en deux parties. C'est comme si, je vais couper, voilà. Comme si cette somme, vous la scindiez en deux parties. Vous avez la partie paire et la partie impaire. Vous avez cette somme. Comme si je la scindais en deux parties. J'écris cette somme, en fait, en deux parties. La partie qui correspond au P pair et la partie qui correspond au P impair, en fait. Cette somme, voilà, je la mets en deux parties. Je réduis un peu. Hop, voilà. Donc, cette partie-là, c'est ça que je remets ici. Mais sauf que je vais la mettre en deux blocs. D'abord ici, c'est pour le n pair. Disons que ici, c'est pour le n égaux à 2pi. Comme si j'écrivais cette somme, mais en remplaçant le n par 2pi. Ok. Et ici, parce qu'un entier, soit il est pair, soit il est impair, quoi. Ok. C'est pour le n égaux à 2pi. C'est pour le n égaux à 2pi. Et n va de 1 à l'infini, mais n pair. Mais le n de la forme 2pi. Si n va de 1 à l'infini, avec le n égaux à 2p plus 1. Voilà, donc on fait la somme des deux. C'est ça qui donne en fait f de t fois pi k. En fait, c'est comme si vous avez scindé la somme en deux parties. Voilà, parce que comme n va de 1 à l'infini, il y a 1, 2, 3, 4, mais je regroupe les n qui sont pairs à part et je regroupe les n qui sont impairs à part. Donc ça, c'est la partie, le bloc pour les pairs,
Ça, c'est le bloc pour les impairs, pour les n impairs en fait. Et pour les pairs, j'ai déjà dit que le sinus va donner 0. Le sinus, pour les n égaux à 2p, ce sinus c'est 0. Donc, ceci va donner 0. Donc, on n'aura plus cette partie. Ce qui fait que la somme qui va rester, c'est pour les n égaux à 2p plus 1. Donc, je vais remplacer simplement n par 2p plus 1 en fait. Donc, dans cette écriture, je remplace n par 2p plus 1. Donc, ça fait 2p plus 1 au carré. Déjà. Le sinus, j'ai dit que ça fait moins 1 sur p. Je l'ai calculé tout de suite. Le sinus, c'est ça qui donne les moins 1 sur p. Donc, je mets moins 1 sur p. Le sinus là. Donc, il reste juste, c'est les impairs en fait que j'ai écrit. Hein. Donc, la partie là, la partie paire, c'est 0 quoi. Donc, ça fait la somme là. Et puis là, j'ai du sinus nt. Et donc, il fait f de t fois k. Donc, maintenant, n, c'est 2p plus 1. Ok, donc c'est p qui est la variable ici. Bon, j'allais remplacer aussi n par 2p plus 1. Donc, je remplace n par 2p plus 1. J'ai quoi? Sinus de 2p plus 1 fois t. Ce qui fait f de t fois pi k. Donc, maintenant, p va de quoi à quoi? Okay, on a dit n va de 1 à l'infini. Hein. Mais comme n, c'est 2p plus 1. Okay. N, c'est 2p plus 1. Donc, quand on dit n égale à 1, ça correspond à p égale à combien? Okay. N égale à 1, ça correspond à 2p plus 1 égale à 1. Okay. Ça va être 2p qui donne 0. C'est-à-dire p égale à quoi? Donc, n va de 1 à l'infini, ça correspond à p qui va de 0 à l'infini. Quoi. Okay. Parce que pour p égale à 0, n fait bien 1. Donc, voilà. Donc, vous avez ça. C'est les sommes que vous avez. Je sais que vous suivez le calcul. Vous savez dans deux parties. La partie paire n, la partie impaire, vous remplacez juste n par 2p plus 1. Mais faites attention, bon, p ne va pas de 1 à l'infini, mais p va de 0 à l'infini. C'est n qui va de 1 à l'infini. Et pour n égale à 1, vous voyez bien que p est égal à 0. Ok. Donc finalement, c'est sur ça que j'ai obtenu. Je l'écris, voilà, c'est sur ça que j'ai obtenu. Et je mets, j'arrondis, voilà, bien. C'est ça. Ok. Ça ressemble de plus en plus à ce qu'on veut trouver ici, ouais, bien. Maintenant, le save alarm, en fait, quel que soit t dans grand T, c'est à vous de choisir le t qui fonctionne. C'est à vous de donner une valeur à t. Vous pouvez donner à t n'importe quelle valeur. Okay. Maintenant, par rapport à la somme que je veux calculer, si je veux calculer la somme de, disons, la somme de 1 sur 2p plus 1 carré. Si c'est ça que je veux calculer, on va. Si je veux calculer cette somme, si c'est ça que je veux calculer, là, vous voyez bien que si c'est cette somme que je veux calculer, je ne dois pas avoir tout ça là. Moi, je suis p. Mais il faut juste donner à t une valeur. Vous avez la propriété valeur, quel que soit t dans grand T. Vous pouvez donner à t la valeur 0. Vous pouvez donner à t la valeur 1. En fait, vous pouvez donner à t n'importe quelle valeur. Donc, c'est vous qui choisissez. Il faut faire un choix de t. Et une fois que vous avez fait un choix, il faut faire en fait un choix de t. Donc, grand T, faites un choix en fait. Okay? Donc, si je ne veux plus avoir moins 1 sur p par exemple, bon, quel choix va me convenir? J'aurais bien aimé que le sinus. Regardez, si je mets t égale à 0, je vais faire des choix qui ne marchent pas. Si je choisis par exemple t égale à 0, vous avez quoi? Si sinus de 0, ça serait 0. Et tout ça là serait égal à 0. Et ça ne sert à rien de faire ce choix. Le choix t égale à 0 n'est pas un choix intéressant. Parce que moi, je vais dire que ce n'est pas un choix intéressant. Je vais faire un choix intéressant pour t. Un choix intéressant, ce n'est pas n'importe quel choix on fait. On fait un choix intéressant pour t à partir de ce moment. Donc, je vais choisir par exemple t égale à pi sur 2. Je pense que pi sur 2 est un choix intéressant. Pourquoi? Quand je choisis t égale à pi de demi, regardez. J'aurai sinus, dans ce sinus là, ce sinus qui se retrouve ici, j'aurai sinus de 2p plus 1p qui va donner sinus de 2p plus 1 fois pi sur 2. C'est ce sinus qui fait, j'ai déjà en fait évalué ce sinus un peu plus haut là. Vous voyez bien, je l'ai déjà évalué un peu plus haut. Ici, dans le 2p plus 1 pi demi, c'était lui ça là. C'était lui ça.
de P plus 2 pi sur 2. Et je disais que son sinus c'est 1 moins 1. Et que ça donnait moins 1 sur pi. Je l'ai expliqué. Ce sinus, j'ai déjà en fait vérifié ici que le sinus de 2p plus 1 pi sur 2, en fait, c'est moins 1 sur pi, quoi. Je l'ai déjà, en fait. Vous voyez, quand je fais ce choix, j'ai ceci qui va donner, en fait, moins 1 sur pi. Pourquoi c'est un choix intéressant? Parce qu'en faisant ce choix, ça fait que la somme que vous avez, en fait, si vous faites ce choix de t, donc t d'un pi demi, vous aurez quoi? Vous aurez cette somme. Donc celui-là fait moins 1 sur pi, c'est ce que j'ai trouvé. Donc ce sinus, dans son choix de t égale à pi demi, ça fait moins 1 s sur pi. En faisant t égale à pi demi, donc là vous avez f de pi demi. F de t, donc f de pi demi. Vous avez choisi t égale à pi demi, on place. Ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites moins 1 sur pi fois moins 1 sur pi, bah, ça fait 1. Et quand vous faites moins 1 sur pi fois moins 1 sur pi, bah, ça fait 1. Vous avez moins 1 sur 2 pi. Et moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc vous faites 1 sur pi, ça fait 1. Okay. Ça fait 1. Donc ça part, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. C'est un choix intéressant, parce que ça part. Vous voyez que dans ce cas, j'ai la somme p allant de 0 à l'infini de 1 sur 2 p plus 1 au carré qui fait f de pi demi fois pi quart. Maintenant, il faut calculer juste f de pi demi. F de pi demi, on avait calculé depuis. On avait trouvé pi demi, il me semble. Mais f de pi demi, on avait calculé avec l'expression là. Okay. On avait calculé en gros, on avait trouvé pi moins pi demi. F de pi demi, c'était pi demi. F de pi demi, c'était pi demi. Donc, voilà. On avait pi sur 2 fois pi quart. Et donc, vous avez pi carré sur 8. Donc, vous voyez la somme p allant de 0 à plus infini de 1 sur 2p plus 1 au carré. C'est simplement pi au carré sur 8. Vous voyez, c'est juste un peu de calcul en fait. En gros, pour calculer ce genre de somme, on applique le théorème de Dirichlet. Okay. On l'applique en donnant à t une valeur. En donnant à t une valeur. Mais une valeur, c'est pas n'importe quelle valeur qu'on lui donne. Une valeur intéressante. Une valeur que moi je qualifie d'intéressante, il faut faire un bon choix. C'est le bon choix qui vous permet de voir ce qui se passe. Moi, j'ai fait le choix t égale à pi demi, vous voyez bien que ça a bien marché pour nous. Donc, la somme des 1 sur 2p plus 1 carré, c'est pi carré sur 8. C'est pi carré sur 8. Bon, maintenant, il y a d'autres sommes qu'on demande de calculer. Et ce n'est pas la seule somme. Par exemple, il y a quelle autre somme? La somme des 1 sur n carré, par exemple. Pour la somme de 1 sur n carré, vous pouvez normalement la diviser à partir de la somme des... Voilà, pour la somme de 1 sur n carré, là, par une petite astuce, vous pouvez la calculer hein, à partir de cette somme. En fait, la somme de 1 sur n carré, c'est une somme bien connue. Hein. On l'appelle, je pense, le problème de balle. Le problème de balle. Cette somme, elle vaut combien? C'est un problème que les mathématiciens se sont posés. Voilà, je pense, j'ai oublié le siècle. On l'appelle problème de balle en fait. C'est un problème qu'on avait posé aux mathématiciens, aux grands mathématiciens. C'est Euler qui a trouvé la réponse la première fois. Il avait trouvé pi au carré sur 6. Bon, on va rétablir ça, mais je dis que ces sommes sont calculées à partir de la précédente. On peut calculer ces sommes à partir de la précédente. Donc, quoi faisons? Je vous explique. On fait ces sommes, 1 à l'infini, de 1 sur n carré. Je vais la scinder en deux parties. Je vais prendre les n qui sont pairs dans un premier temps et les n qui sont impairs dans un second temps. Je vais varier n de 1 à l'infini, mais je vais prendre n égale à 2p. On va remplacer le n par 2p, quoi. Ok. N égale à 2p. Mais après, je vais prendre n égale à 2p plus 1 pour calculer la somme. 1 sur 2p plus 1 en fait. Monsieur, pourquoi on remplace L par 2P? Je ne comprends pas bien. Quand vous avez par exemple, quand vous avez A0, quand vous avez une somme en fait,
Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous avez A0, vous avez une somme. Par exemple, A0 plus A1 plus A2. On va commencer par 1. Vous avez une somme, par exemple, A1 plus A2 plus A3 plus A4 en allant. Si ces sommes convergent, vous pouvez en fait la regrouper en deux parties. Tu peux décider de prendre des A d'indice pair à part. Je peux décider de la mettre, de piquer A2, A4, A2. Bref, les thèmes d'indice pair à part, je peux le faire. Et après, je prends les autres thèmes. Les thèmes d'indice impair, c'est-à-dire A1, A3 en allant. Donc A1, A3 en allant. A5. Oui. Oui. Monsieur, si ça s'agissait d'une suite alternée, comment se comportera? Si ça s'agissait d'une suite alternée, dans quel Si ça s'agissait d'une suite alternée. Il n'a pas fini d'expliquer. Bon, une somme alternée. Bon, là, c'est une autre histoire. Hein. En tout cas, si on n'est pas à une somme alternée, je ne comprends pas la question. Même. Si ça s'agit d'une somme alternée. On peut pas tomber sur ce genre de cas. On peut tomber sur ce genre de cas. Ouais, bon, là, bon. On n'a pas fini encore de faire ce calcul. Ce genre de cas, on le verra après. Donc, revenons ici. Non, c'est pour ça que, en fait, ce genre de choses, c'est simplement que, non, c'est pas un truc compliqué. Genre, ce que je dis, c'est quelque chose de valable dans tous les cas, que la série soit alternée ou pas. Ce que je dis, c'est que si vous avez la somme de A, N allant de 1 à l'infini, vous pouvez résoudre ça en termes de la somme de A2, P, plus la somme de A2P plus 1, on peut toujours écrire en fait. Ici, les deux P varie de 1 à l'infini. Ici, P varie de 1 à l'infini. Okay. Parce que ça commence par A2. Ça commence par A2 en ma somme. P égale 1, c'est A2. P égale 0 à 4, ainsi de suite. Ici, P varie de 0 à l'infini. Comme vous pouvez le voir. Parce que pour P égale à 0, j'ai A1. Donc ça commence par A1. Ça commence par 1. Ça commence par A2. A2, ça veut dire que on va passer P par 1, vous avez A2. Ici, on va passer P par 0, vous avez A1. Est-ce que j'ai répondu à la question de celui qui disait pourquoi c'est mieux? C'est bon, c'est clair? Oui, c'est bon, ok. Merci. Donc, c'est ça. Donc, en gros, en général, c'est ça. Donc, ici, le P varie de 1 à l'infini. Puis ne peut pas comme 0. Ici, c'est P variant de 0 à l'infini. Voilà. Donc, voilà. Vous avez cette somme. Et donc, c'est juste une petite astuce. Donc, c'est une propriété mathématique vraie que nous utilisons là. Et le reste, bon, vous scindez simplement en deux parties. Donc, j'ai ça. Je reviens un peu à notre somme. Donc, ça fait ça. Donc, ici, ça fait un quart. Comme vous le voyez, ça fait demi au quart. Ça fait un quart. Somme P allant de 1 à l'infini. De 1 sur P carré. De 1 quart, voilà. Et ici, somme P allant de 0 à l'infini de 1 sur 2P plus 1 au carré. Voilà, donc somme 1 allant de 1 à l'infini. Bon, maintenant, on voit, ouais. Maintenant, sachez que P n'est qu'une lettre. P n'est qu'une lettre, c'est une variable muette. Tu peux remplacer P par n'importe quoi. Tu peux remplacer P par T, P par M, P n'est qu'une lettre. Si je dis quelle est la somme des K, K va de 1 à 2 par exemple, vous me direz que je vais 1 plus 2. Mais ce n'est pas parce que je vais remplacer K par N que le résultat va changer. La somme de N allant de 1 à 2, c'est toujours 1 plus 2. Je veux dire que la lettre utilisée est muette. On dit que la variable, elle est muette. Parce que bon, on peut la remplacer par n'importe quoi. Et ça marche. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que P ici est une variable muette.
Et si P est une manière muette, je peux la remplacer par N. Par exemple, somme N allant de 1 à l'infini, de 1 sur N carré. Il n'y a aucun souci. Que vous mettez P ou N, il n'y a aucun souci. Donc, plus somme P allant de 0 à l'infini. Si je regarde le P, bon, c'est pas grave. Je vais revenir à N si ça me plaît. Bon. Ce sont que des lettres, en fait, ici, qui n'ont aucun problème. Mais là, c'est juste pour que vous voyez bien que voilà, le terme de gauche est aussi à droite, en fait. Ici, il y a la somme de 1 sur n carré. Ici, il y a un quart, je peux ramener ça d'un seul côté. Je fais 1 moins 1 quart. Puis c'est la même somme. Si je l'appelle ça la S et que celui-là aussi c'est S, j'ai S qui fait 1 quart de S en fait. Plus ce résultat, on l'a déjà trouvé. La somme des 1 sur 2p plus 1 au carré, terme de 0 à l'infini. Je l'ai déjà trouvé. Ok? C'est lui en fait qui est un peu plus haut. C'est lui qui donne les pi carrés sur 8. C'est lui qui donne les pi carrés sur 8. Cette somme est déjà calculée. C'est pour ça que je disais que je pouvais m'en servir pour calculer la somme de 1 sur n carré. Si on est un peu assez sûr, on peut le faire. C'est ce que je suis en train de vous montrer là. Ok? Donc plus pi carré sur 8. Ça veut dire pi carré sur 8. Et je fais la différence. Donc S moins 1 quart, la somme qu'on demande, c'est pi carré sur 8. Et quand je fais 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Donc les 3 quarts de S, c'est pi carré sur 8. Okay. Donc S fait 4 tiers de pi carré sur 8. Et quand on fait 4 divisé par 8, ça fait 2. Donc ça fait 1 tiers de pi carré sur 2. Dans la somme, ça va bien pi carré sur 6. Comme je l'ai annoncé, la somme de... Voilà. Voilà, comme je... Voilà. N à l'infini, cette somme-là, voilà, c'est une somme bien connue, ça fait pi carré sur 6. Et donc cette somme, ça fait bien pi carré sur 6. Bon, je pense que c'est cédé au niveau du temps. Bon, il y a une dernière somme qui va calculer, mais on le fera la prochaine fois. Avec, non, la dernière somme, c'est avec la formule de Parseval pour la calculer. On va le faire durant notre prochaine séance, je pense.